C'est dimanche, c'est Blue Sport et c'est le temps additionnel. Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour voir ce qu'il s'est passé dans ce dimanche après-midi de 12e journée de championnat suisse. Pour m'accompagner depuis le début de l'après-midi, encore avec nous, Claude Riff. Bonsoir Claude. Bonsoir. Steve Guillot, bonsoir. Bonsoir. Steve. Messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet. On a beaucoup de choses à voir avec le premier match de ce jour, celui qui opposait Sion et Getse. On va rentrer quart d'heure à peu près dans cette partie avec une bonne action, une chance de but pour les joueurs sédunois. Il va y avoir Balthazar là, qui va récupérer ce ballon, lancer Stojkovic dans la profondeur. Il est malheureusement, pourrait-on dire, sur son pied gauche. Et puis Moreira fait là. Voilà, c'est un arrêt important. Il a su lire aussi les signaux de l'attaquant qui était un petit peu aussi en bout de course. Il faut reconnaître qu'il a fait un gros effort là. Getse va aller crescendo dans cette partie à partir de la 25e minute. Et là, on va voir la première véritable alerte avec Pusic qui est mis en situation idéale par Schmidt. Ça avait le point d'un but. Oui, et on va souvent voir le côté droit de Getse et surtout par l'intermédiaire de Schmidt. Ici, centre pour Pusic. C'était la première action pour Grasshopper. Et suite à cette alerte, eh bien, il va y avoir le premier but de cette partie. Vous l'avez dit, ça vient encore une fois du côté droit. Et à la réception de ce centre, il y a le japonais Kawabe qui marque son premier but de la saison. Oui, puis une certaine naïveté. Regardez comme il se lance, le défenseur. Il se fait dribbler. Après, le centre est parfait, c'est le centre piqué. Et Kawabe qui a l'air vraiment puissant parce que pour pouvoir bouger comme ça, Cavare, qui s'est fait avoir pour la deuxième fois de cette manière-là, parce que sur l'action de Pusic, c'était déjà un peu le cas. Et puis, il va y avoir encore une possibilité juste avant la mi-temps. Et là encore, ça va finir au fond. Ça vient encore une fois du côté droit. Et là, c'est Kalisen qui marque le but. Ouais, elle est bien construite. Hein. C'est Schmidt qui va la mettre là pour Pusic, qui est à la limite de hors-jeu. Santini coupe le hors-jeu. Sen coupe au premier poteau, touche la balle et puis la met dans le petit filet. C'est un but qui fait mal parce que c'est juste avant la mi-temps. C'est donc 2-0 à ce moment-là. À ce moment-là du match, on se dit que ça va être quand même très, très compliqué pour Sion qui produit pas grand-chose. Voilà, qui ne produit pas grand-chose, qui était quand même assez statique, qui est resté un peu dans ses starting blocks derrière. Et voilà, il faut renforcer la défense, il fallait la sécuriser. On peut tout à fait comprendre la stratégie, mais à un moment donné, on espère arriver au moins à 0-0 à la mi-temps pour pouvoir peut-être lancer des forces et essayer de décrocher les 3 points. Mais là, 0-2... Alors que l'entrée ne pouvait pas mieux débuter pour les Valaisans, c'est vrai que l'entrée en deuxième mi-temps pouvait laisser entrevoir des espoirs. Alors les espoirs, eh bien, il va y en avoir pour les Sédunois parce qu'ils vont réussir à revenir au score. Alors, c'est un petit peu sur un fait de jeu. Il va y avoir une première tentative. Et puis là, le penalty qui est dicté immédiatement par monsieur Dudic sur cette faute et qui est, semble-t-il, assez claire sur Stojkovic. Penalty assez évident. C'est Grgic qui s'y colle et là, superbement transformé. Ouais, alors là, il la met en pleine lucarne, magnifique, même si Moreira était parti du bon côté, mais imprenable compte tenu d'abord la force de la frappe et puis ensuite la précision de celle-ci. Alors, Sion est revenu. Getse tente d'imprimer à nouveau un peu de pression. Il va y avoir un double arrêt de Fickencher qui laisse finalement Sion dans la course. Sion qui est mené 2-1, mais là, ça avait le poids du troisième. On pouvait tuer le match pour Getse. Oui, ça avait le poids. Là, c'est un arrêt réflexe extraordinaire, un deuxième. Donc là, Fickencher a permis à l'équipe de rester et d'y croire. Devant Bonatini et Kawabe. Et puis, si on va y croire encore plus, parce qu'avec l'intervention de la VAR, cette fois, eh bien, il va y avoir un deuxième penalty de dictée. Lorsque cette action a lieu, on se dit, si on évite de recevoir le troisième, premier penalty, un second ici pour cette faute, et penalty il va y avoir. Grgic, encore une fois, qui le tire bien, mais... Ouais, alors, c'est pas Grgic qui le manque, c'est surtout Moreira qui fait un arrêt incroyable. Parce qu'elle est précise, elle est forte. On peut juste peut-être lui reprocher la hauteur à 1 mètre, 1 mètre 20, comme ça, c'est quand même la hauteur plus ou moins idéale pour un gardien.
Et puis la fin ne va pas sourire au Sédunois. Ils ont manqué de revenir à 2-2. Et puis Diani va sceller le score final à un petit peu moins d'un quart d'heure de la fin. La frappe est super. La frappe est super. Puis regardez le nombre de joueurs de Grasshoppers qu'il y a dans les 16 mètres. Il y en a 4. Pratiquement à chaque fois, à chaque attaque, il y a 4-5 joueurs. Donc Grasshoppers joue aussi le jeu et offensif. Et tout d'un coup, il y a des possibilités. Eh bien voilà, on y va. Il n'y a pas de retenue. Donc le football est bien, il est défendu. Et voilà, ces 3 est mérité parce que Grasshoppers en a voulu plus offensivement que le FC Sion. Alors, y a-t-il des regrets côté Sédunois? On va entendre un des 11 joueurs de Tourbillon. Nathanaël Santini, on a le sentiment qu'aujourd'hui le FC Sion est quand même mal payé dans ce match. C'est sûr que le résultat, ce n'est pas celui qu'on souhaitait. Maintenant, je pense qu'on a fait une première mi-temps plus ou moins correcte, mais bon, on a encaissé des buts, ce qui a fait qu'on était mené à la pause. Après, on s'est dit que voilà, on n'avait plus rien à perdre, il fallait montrer un autre visage en deuxième mi-temps, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et puis, on est bien revenu. Après, voilà, on a fait une erreur qui a fait qu'on a encaissé le 3e but. Et quand on encaisse le 3e but, c'est souvent très compliqué. Comme on dit, l'équipe qui marque le 3e but, c'est souvent le 4e but, c'est souvent celle qui gagne le match à la fin. Alors vous le dites, cette première mi-temps où vous jouez peut-être mieux que Grasshoppers, où vous êtes mené 2-0, c'est là où tout se joue, c'est quand même frustrant? Oui, bien sûr, c'est frustrant au vu de ce qu'on a montré en première mi-temps. Je pense que c'était pas mal. Maintenant, après, on a eu des occasions et il faut les mettre au fond. Comme ça, dorénavant, à la mi-temps, ce sera nous qui menons au score. Ouais, tout de même pas trop d'occasions sur ces 90 minutes. Des 3 matchs de Trapenzani, c'est le moins abouti. Aujourd'hui, si Gatesy a été récompensé de sa générosité offensive, eh bien, c'est tout le contraire pour le FC Sion, puisque, honnêtement, notre résumé montre les actions. C'est les 2 pénaltys, plus l'action de Stojkovic après quart d'heure. C'est tout, et c'est trop pauvre pour pouvoir prétendre à gagner un match. Le FC Sion qui perd donc chez lui sur la marque de 1-3 contre Getse. Dans la deuxième partie de ce dimanche, il y avait 2 matchs qui concernaient les Romans. On va commencer par s'intéresser à celui du LS qui recevait Lucerne. Match à gagner, match à surtout pas perdre pour les 2 équipes. 2 équipes qui étaient dans une bonne dynamique et ça part plutôt bien pour Lausanne parce que Lausanne va réussir à ouvrir le score. C'est important dans ce genre de match. C'est Kukuvozovic. Frappe magnifique, un peu déviée, mais frappe magnifique. Oui, frappe magnifique. Comme vous avez dit, il faut bien commencer cette mi-temps, surtout que Lausanne n'a pas été épargnée par les blessures de dernière minute, la suspension de Puertas, Moridio qui n'a pas pu jouer, Barres qui aurait pu aussi débuter le match, qui est malade. Donc voilà, ça montre aussi à tout le monde et les joueurs se montrent à eux-mêmes. Non, on est capable aujourd'hui de faire quelque chose. Et puis le LS va avoir l'occasion, passer la demi-heure, de tuer le match avec cette frappe de Ouattara qui est déviée un peu miraculeusement par Vasic. Ça met le point d'un but. Alors, de revoir ces images, je trouve quand même que l'arrêt de Vasic, il est incroyable parce que là, Ouattara, il met ce qu'on appelle une mine, une bombe. Hein. Ça vient très, très vite. Donc, c'est vraiment un arrêt réflexe. Et puis, il a un peu de réussite puisqu'elle finit sur sa transversale. Elle aurait très bien pu finir sous la latte et ça aurait été 2-0. Donc, c'est pour ça que je pense qu'à la mi-temps, Lausanne pouvait avoir le regret de ne pas avoir fait le break sur cette action-là. Surtout que du côté de Lucerne, il y avait vraiment pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose, étonnamment, effectivement, surtout aussi par leur positionnement très bas. C'est clair qu'ils veulent sécuriser la défense. D'ailleurs, Lucerne n'encaisse plus qu'un but par match depuis 6-7 matchs. Donc, ils sont sur la bonne voie pour se restabiliser et retrouver une place peut-être plus digne de leurs espoirs et de leurs ambitions. Mais effectivement, c'est au détriment du jeu. C'est pas tout à fait le jeu que l'on attend du FC Lucerne. Mais de faire les 2 choses en même temps, être chatoyant offensivement, puis être très fort défensivement, quand vous êtes 9e du classement, c'est quand même compliqué. Alors Lucerne qui va essayer de réagir. Il va y avoir une première réaction en début de seconde période avec, in fine, dans le final de cette action, une bonne frappe de Campo. C'est vraiment la toute première action pour Lucerne dans ce match. Oui, tout à fait. Campo qui est sous le couloir droite, mais qui
par une volonté d'être sur son pied gauche, se place sur son pied gauche et puis alors met une très belle frappe qui passe quelques centimètres en dessous de la latte de Castella. Oui, Castella qui donc remplaçait Moridio et qui n'a pas eu grand-chose à faire. Lausanne, on l'a vu, a manqué le KO quasiment en première période. Ils vont encore le manquer ici dans cette deuxième période avec Kukuruzovic, le buteur qui aurait pu passer. Qui aurait pu passer, mais voilà, à souligner aussi le très bon jeu défensif et le joueur qui a fait le bloc, regardez, qui a réussi. Mais effectivement, là, Lausanne, on sent, est plus proche de marquer le 2. Ouais, Sidler qui a pu s'interposer. On était plus proche du 2-0 et puis il va y avoir eh bien, tout simplement l'égalisation. Ugrinic qui se retourne, qui arrive à frapper et Castella est battu. Belle frappe de loin aussi, mais il y avait possibilité de l'arrêter. Oui, il y avait discussion par rapport à ce but. Alors, on a vraiment l'impression... alors effectivement, Ugrinic prend sa chance, mais on a l'impression que Thomas fait une petite erreur de bras, hein, de main, qu'elle lui passe juste en dessous du bras, qui avait peut-être mieux à faire, une part de responsabilité du côté de Thomas sur ce goal. Eh bien, le portier du LS, on va l'écouter à l'interview après ce match. Thomas Castella, match nul qui finalement n'arrange personne, vous êtes d'accord ? Ouais, qui nous arrange surtout pas. Je crois que ce soir, il y avait la place pour prendre les 3 points. On a été efficace en première mi-temps. Et ensuite, on a bien défendu. Lucerne avait de la peine à se créer des occasions dangereuses. Donc on peut être déçu ce soir. C'est vrai, hein, une bonne première mi-temps avec ce premier but qui intervient tôt dans la rencontre. Il y a quand même des regrets. On vous sent quand même un petit peu déçu. Oui, déçu. Il nous faut des points. On n'aurait pas craché sur une victoire à domicile. Et voilà, c'était une confrontation directe. Ça aurait vraiment bien lancé notre saison, c'est une victoire ce soir. Et puis finalement, malheureusement, l'égalisation lucernoise. Comment vous vous êtes senti durant cette égalisation? Ouais, pas très bien. Je suis sur la balle, je touche le ballon, je mets mal la main et voilà. On analysera tout ça. Est-ce que j'étais gêné par la luminosité? Je ne sais pas. Et ça arrive. Merci. Il faut continuer, gardien. C'est le métier, quoi. Ouais, très lucide, hein. Je mets mal la main, nous dit Thomas Castella sur cette réussite. C'est ce que vous disiez, la petite faute, elle est là. Et vous partagez les regrets du portier du... Ah, mais clairement, parce que, bon, alors d'abord, tu mènes à la marque 1-0. Ensuite, tu as cette grosse occasion de Ouattara qui finit sur la transversale. Et puis, cette énorme occasion, pour moi, peut-être la plus grande du match, celle de Kukuruzovic, qui est sauvé sur la ligne quasiment par la cuisse de Sidler. Ces 3 grosses occasions, finalement, c'est qu'un but pour Lausanne. Il y a une égalisation un tout petit peu malheureuse. Chapeau à Thomas qui accepte sa part de responsabilité. On est toujours un peu gêné parce qu'on n'est pas des spécialistes du jeu des gardiens. Au moins, on ne s'est pas trompé. Mais effectivement, je partage ces regrets. Alors on va voir ce que pensent ceux qui sont venus faire un point à la Tuilière. Au micro, l'entraîneur lucernois. Fabio Celestini, vous nous aviez dit venir chercher les 3 points ici. Finalement, 1 point pour votre anniversaire, ça vous satisfait quand même? Oui, je pense qu'au vu du match, c'est bien de retourner à Lucerne avec 1 point parce qu'ils ont eu quelques balles de 2-0 avant notre égalisation. Donc on a eu un peu une mi-temps chacun. Et donc, il faut se satisfaire de ce point-là. Il faut aller petit à petit. On continue notre série. Ça fait maintenant 5 matchs qu'on ne perd pas. On a fait une semaine anglaise intéressante. On a gagné contre Saint-Gall. On est passé en coupe. On est venu faire un point ici à Lausanne. C'est important. Maintenant, on a le match de Sion avant la pause. Donc, ce sera important de prendre les 3 points-là. Et le point de Lausanne sera très important si on gagne contre Sion. Une mi-temps chacun, vous le dites. Mais qu'est-ce que vous avez dit à vos hommes à la mi-temps pour voir un deuxième visage lucernois en deuxième mi-temps? Ouais, je pense qu'il y a 2 choses. Il y en a une, je pense que Lausanne a aussi beaucoup dépensé d'énergie en première mi-temps et nous on était venus pour pas prendre de but parce que c'est vrai que mon équipe a de grosses difficultés dans les espaces, a de grosses difficultés à défendre dans les espaces, donc on essaie d'être beaucoup plus bas, donc on doit laisser un peu plus le ballon à l'équipe adverse, on n'a pas le choix, c'est comme ça en ce moment. Il faut venir avec beaucoup d'humilité sur le terrain de Lausanne parce qu'on a vu le match AIB de Lausanne et c'est une bonne équipe qui joue au ballon, donc on leur a laissé un peu plus la balle, on voulait absolument tenir le 0 dans notre but le plus longtemps possible pour après réussir à créer plus d'occasions, etc. Malheureusement on a pris cette frappe
qui nous a un petit peu changé les plans. Et donc, deuxième mi-temps, évidemment, on n'allait pas continuer comme ça. Et c'est pour ça qu'on a changé un tout petit peu. Mais Lausanne a aussi un peu baissé d'intensité, nous a laissé un peu plus la balle. Et quand il nous laisse la balle, on arrive à faire aussi des choses intéressantes. Mais c'était insuffisant pour gagner aujourd'hui. Ouais, soulagé l'entraîneur lucernois pour son anniversaire. Bonne fête Fabio au passage. Et il évoque le match à venir qui, de nouveau, va être un match compliqué contre le FC Sion. Oui, ben voilà. Mais en fait, je crois qu'il y a encore combien 25 matchs compliqués pour tout le monde. Et puis, c'est en fait ce qui fait la beauté de ce championnat. Effectivement, chaque samedi, chaque dimanche, il y a des matchs qui concernent les premières places, les coupes européennes ou la relégation. Donc, un championnat à 10, effectivement, il n'y a pas de ventre mou. On ne peut pas être tranquille. C'est pour ça que quand un club dit on veut faire de la formation, on veut introduire les jeunes, est-ce qu'on a vraiment le championnat pour introduire les jeunes, pour avoir la patience, parce qu'on sait qu'un jeune, il lui faut 20 ou 30 matchs pour s'installer vraiment dans le monde professionnel. Et c'est dommage qu'on n'ait pas le championnat qui permette la promotion des jeunes joueurs. En tous les cas, on a du suspense chaque week-end et des matchs compliqués, comme on les évoque. Il y en avait un de compliqué aussi, messieurs. C'était le déplacement au Cornaredo de Servette, qui reste sur une série pas très belle, avec en plus cette défaite en coupe. Eh bien, Servette va plutôt bien débuter en terre tessinoise, puisque au quart d'heure de jeu, sur cette action-ci, et Kay qui est lancé en profondeur, eh bien, ça va être l'ouverture du score, parce que Imri a bien suivi. Ce qui est intéressant là, c'est l'utilisation des espaces accordés par Lugano aux Servettiens. On l'utilise vraiment bien, la profondeur, qui essaye de battre directement Seipi, et Seipi qui remet dans l'axe. Alors, est-ce qu'il peut faire autrement? C'est très difficile à dire. Et puis, on sait que dans l'axe, il y a souvent du monde, et Imri qui ouvre la marque à ce moment-là pour le Servette. À la demi-heure, fait de jeu, là aussi, dans cette partie, puisqu'il va y avoir un penalty de sifflet. Séverin qui monte les bras un peu trop haut. Oui, il ne doit pas se protéger de cette façon. Si c'est une frappe à bout portant, il a les bras à hauteur, mais là, il les a vraiment trop. Et Tselar qui marque le 1-1. Bon choix dans la frappe. Voilà, alors contrairement à Sion où ça avait été tiré à mi-hauteur, où c'est plus facile pour un gardien de le retenir, là c'est pratiquement impossible. Il n'aura jamais la puissance de la main pour dévier une frappe comme celle-ci. C'est pour ça que le penalty, c'est quand même le choix de l'angle de tir, à quelle hauteur je vais le tirer, joue quand même un rôle déterminant. Surtout qu'il pleuvait à Lugano, et que je pense que le terrain était donc glissant et que c'était vraiment le bon choix de jouer la balle à terre. À la mi-temps, que s'est-il passé en seconde période? Eh bien, il va y avoir tout d'abord une excellente opportunité qui va échoir à Kay. C'est Valls qui est au centre. Malheureusement pour Servette, c'est le poteau là, qui vient au secours du gardien luganais. On est passé tout proche là, de la deuxième réussite de Servette. Vraiment, c'est vrai que l'angle il est très très serré. Et là, il essaie de rabattre le ballon. C'est regrettable. Une bonne action pour Lugano dans la foulée, avec Amoura qui est entré, et puis Frick là qui s'envole bien. Oui, alors un magnifique arrêt. On l'avait vu les 2 dernières saisons faire souvent ce genre d'arrêt. On l'attendait un peu cette saison. Peut-être que ça va être aussi un arrêt déclic pour Jérémy Frick. Il va y avoir ici le 2-1 de Lugano. C'est Lavanchy qui était monté là sur le côté, qui peut adresser un bon centre. Sabatini qui peut récupérer cette balle. Il y a une déviation un petit peu malheureuse quand même sur cette réussite. Malheureuse, mais c'est vrai que c'est pas couvert non plus, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des centres en rétro. C'est important dans les 16 mètres de couvrir au moins 2 lignes, première ligne, deuxième ligne, pour justement pouvoir capter ces centres. Et puis là, c'est un oubli, c'est la 78e minute, et ça fait surtout très mal. Parce qu'un match nul, aujourd'hui, Lausanne, Lucien, un Servette qui fait match nul à Lugano, ça aurait été bien, on rend du Tessin, on a fait un point, il y a de nouveau quelque chose de positif qui nous arrive, et ce n'est pas le cas. On va écouter un défenseur Grenat. Steve Rouillet, Servette a combattu, mais au final, c'est un 6e match sans victoire. Qu'est-ce qu'il a manqué aujourd'hui ? Je pense, ouais, on a combattu aujourd'hui, on a senti vraiment l'équipe déterminée. Là, dès la première minute, je pense qu'on était vraiment convaincus qu'on pouvait faire quelque chose aujourd'hui. Une bonne première mi-temps, après c'est un penalty un peu malheureux, je pense que
voilà, c'est dommage de revenir avec le match nul à la mi-temps. Et voilà, sur un contre en deuxième, on prend ce D1 qui nous fait mal parce que je pense qu'il y a l'opportunité aujourd'hui de mieux faire. Et surtout, voilà, après cette série un peu négative, on avait envie de se rattraper. Malheureusement, là, elle continue. Et je suis déçu pour l'équipe, pour les coéquipiers qui ont vraiment tout donné. Je pense que c'était dur aussi à la fin pour les deux équipes physiquement. Et voilà, là, sur un contre, je pense qu'on a été punis. Malheureusement, on n'a pas écrit ce soir. C'est une désillusion ce soir. Et voilà, le voyage de retour va être long. Et on va vraiment bien se concentrer, bien réfléchir sur ce qu'on a fait de faux, de bien pour pouvoir progresser. Et voilà, on en a une semaine pour récupérer de tout ça. Et voilà, il faudra se relever et l'équipe doit, avec ces joueurs d'expérience et ces jeunes, voilà, on se doit de rebondir parce que voilà, on est Servette, on sait qu'on a la capacité de le faire. Et voilà, vraiment une grosse déception ce soir. Vous êtes resté longtemps dans les vestiaires, on peut imaginer ensemble. Est-ce qu'on a parlé du mot crise? Quand on ne gagne pas, c'est clair qu'on peut parler de crise, mais on peut parler aussi d'une série négative. Mais voilà, je ne pense pas qu'il y a tout acheté. Ce n'est pas comme si on jouait mal et il n'y avait pas de contenu. Je pense que voilà, il ne manque pas grand-chose pour pouvoir inverser la tendance. Et c'est ces petits détails-là qui nous font perdre aujourd'hui des points. Et si on arrive à les gommer, je pense qu'on peut voir plus haut. Ça joue sur la confiance aussi générale de l'équipe. Et voilà, il faudra vite se remobiliser pour inverser cette tendance. Il manque que la confiance? Ouais, parce que je pense que la qualité, on l'a. On a aussi des absents qui nous font un peu de mal, parce que je pense que quand on a aussi, je pense à Konya, encore à Sautier, il y a encore Diallo qui n'est pas là, il y a nos deux ailiers, Fofana et Dimitri Oberlin aussi, qui peuvent nous aider. Donc ça fait beaucoup, mais je pense que l'équipe actuelle a la capacité de bien jouer, de faire des points. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est le contraire. C'est qu'on se bat, on se crée des choses et on se fait punir derrière. C'est un peu malheureux, mais là, on va tout faire pour rebondir. Messieurs, Steve Rouillet a l'air vraiment abattu. Nicolas Emmenegre est allé le chercher sur vraiment ses sentiments. On évoque le mot crise. Ça va pas à Servette. Évidemment que quand vous perdez plusieurs matchs successivement, c'est jamais très sympa, c'est leur métier. Il le dit, le voyage Lugano-Genève, il est long. Il est très touché par les résultats de Servette. En plus, c'est un cadre. Donc, je pense qu'il a aussi une responsabilité dans le vestiaire et face à un certain nombre de joueurs, mais aussi face à la presse. Donc, voilà, c'est un très mauvais passage. Je le dis, depuis l'extérieur, on peut parler d'une mini-crise, évidemment. Parce que ce qui me fait un peu souci du côté de Servette, c'est que je me demande si on a les outils encore pour rebondir. Il y a beaucoup d'absences. Des gens qui vont pas revenir tout de suite. On sait qu'il y a des problèmes défensifs. On ne marque pas forcément les actions qu'on a. On en a quand même de moins en moins maintenant, alors qu'on disait qu'on en avait toujours beaucoup à Servette. Donc, il me semble que le chantier est assez important actuellement. Et ce n'est pas le match à venir qui peut être tellement rassurant contre Zurich, quoi. Ouais, vous savez, rassuré, non, il ne l'est pas, parce qu'il n'est pas abattu, il est touché, bien sûr. Et puis directement après un match, voilà. Et puis après, c'est sportif, vous savez, il passe une nuit, puis le lendemain matin, ça rebooste. C'est pas possible autrement. Vous ne pouvez pas être un sportif d'élite. Alors demain matin, c'est un autre Rouillet avec son équipe. Il y a un match à jouer. On a toujours l'impression qu'on peut changer les choses comme footballeur ou comme entraîneur. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, on retrouvera le Servette. Mais c'est vrai que le passé n'aide pas, et puis c'est 5 matchs, et puis on n'arrive plus à gagner. Mais on sait aussi que tout d'un coup, les choses reviennent. C'est comme le buteur qui ne marque pas, puis il sait que ça va revenir un jour. Ils ont la qualité, ils ont l'esprit pour, ils ont l'entraîneur qui a de l'expérience et le comité aussi pour pouvoir se remettre dans le bon chemin.
Merci messieurs, on va faire le point sur tous les résultats de cette 12e journée avec les deux matchs d'hier samedi. Saint-Gall qui a battu Young Boys et puis dans le classiqueur un peu fou 3-3 entre Zurich et Bâle. Sion qui perd contre Getse, Lausanne et Lucerne 1 et puis Lugano qui bat Servette, on vient de le voir 2-1 au classement. On peut voir que Bâle est en tête devant Zurich et Young Boys, c'est que Servette, Sion, Lausanne descend, dégringole tout gentiment mais que personne n'est totalement décroché. Oscar Londono passe par notre case ADN. L'ancien joueur du LS et de Servette revient sur sa carrière au destin lémanique et rempli d'anecdotes fortes. Il raconte notamment ses premières années lausannoises sous la houlette d'Umberto Barberis. Un extrait pour vous mettre l'eau à la bouche. Le courant a passé avec Barberis et puis il m'a fait confiance mais totale jusqu'à m'épuiser. J'avais mal partout, je jouais tous les matchs. J'avais des périostites, j'avais des inflammations partout, non-stop, non-stop, non-stop. Et à un moment donné, jusqu'au jour, j'ai dit « Coach, on ne peut plus, j'arrive plus ». Et puis, il vient vers moi à la fin, dans les douches, il me dit « Ferme ta gueule, tu joues ». L'intégralité d'ADN, c'est juste avant match après match dont on va parler maintenant avec vous. À la barre, vous serez aux commandes sur le coup des 20h de notre émission phare. De quoi allez-vous parler ? Effectivement, Mathias, coup d'envoi de cette édition de Match après match à 20h avec un invité spécial que l'on se réjouit d'accueillir, Cédric Cessiger. On va profiter de sa présence pour s'arrêter un instant sur la relative mauvaise passe que vivent les Bernois, mais aussi de leur prochain déplacement en terre espagnole pour y affronter Villarreal. On s'arrêtera également sur la communication faite par la Swiss Football League en milieu de semaine. On évoque une potentialité de fermer le secteur des visiteurs adverses. Alors, fausse bonne idée. On en débat en compagnie de Mike Pérez, Jérémy Manière et donc Cédric Cessiger. On s'arrêtera aussi sur le 6e match sans victoire. Vous venez d'en parler quelques instants du Servette FC. Et au tiers du championnat, Lausanne qui est toujours lanterne rouge de Super League. Merci Alain, restez donc connectés sur Blue Sport, le foot ça ne s'arrête jamais. Merci également à vous Claude et Steve de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci aux équipes techniques de nous avoir fourni de quoi vous présenter tout cet après-midi. Merci à vous d'avoir été des nôtres et très belle fin de soirée. À bientôt, bye bye.